ce moment, tu sais, ce moment très précis où quelque chose se fissure à l'intérieur, pas forcément de façon spectaculaire, pas toujours avec des mots clairs, mais suffisamment pour que la confiance ne soit plus tout à fait la même. Alors, si tu traverses une déception en ce moment, si tu doutes de toi, de ton ressenti, de ta capacité à faire confiance, ou si tu as l'impression que quelque chose s'est refermé en toi sans que tu saches vraiment pourquoi, tu es exactement à la bonne place. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à réparer tout de suite. Je vais te parler de ce que j'ai vécu, pas pour t'expliquer quoi que ce soit, mais pour que tu ne te sentes pas seul avec ce que ça fait à l'intérieur. Je me souviens très bien du moment où quelque chose s'est fissuré, et c'est ça qui m'a troublée. Ce n'était pas une rupture brutale, ce n'était pas une scène, ce n'était pas une phrase violente, c'était beaucoup plus discret, presque banal vu de l'extérieur. Un détail, un silence un peu plus long que d'habitude, une réponse qui n'est pas venue comme je l'attendais, et dans mon corps, une sensation étrange, difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Sur le moment, je n'ai pas su dire « je vis une déception ». Je n'ai pas identifié ça comme un tournant. J'ai juste senti quelque chose se déplacer en moi, comme si ce que je croyais solide venait de perdre très légèrement son appui. Il y avait cette relation, une relation où je m'étais engagée avec sincérité, pas naïvement, pas aveuglément, mais avec cette confiance tranquille qui naît quand on se sent en sécurité, quand on croit que les choses peuvent être simples. Je ne me souviens pas m'être dit « tout sera parfait ». Je n'avais pas un scénario dans la tête, mais je me souviens très bien m'être sentie disponible, présente, ouverte. Et puis, quelque chose n'a pas répondu comme je l'espérais. Pas de manière évidente, pas de manière claire, juste assez pour créer un doute. Et ce doute, il n'est pas arrivé comme une pensée, il est arrivé comme une sensation, une petite contraction dans la poitrine, une vigilance soudaine, un léger déséquilibre intérieur. Voilà, ça, c'était la déception, telle que je l'ai vécue. Pas un choc, mais une perte subtile de sécurité. Et ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas cherché à accuser l'autre. Je ne me suis pas dit « on m'a menti » ou « on m'a trahi ». Je n'ai pas cherché de coupable. Au contraire, je me suis immédiatement tournée vers moi. Je me suis demandé si j'avais mal interprété, si j'avais trop attendu, si j'avais projeté quelque chose qui n'existait pas vraiment. Et c'est là
commencé à se jouer. Parce que la déception, pour moi, ne s'est pas logée dans ce qui s'est passé. Elle s'est logée dans ce que ça a réveillé. Très vite, j'ai senti une forme de retrait intérieur. Pas un retrait visible, pas une fermeture nette, plutôt une petite retenue, une hésitation, là où avant il y avait de la fluidité. Je continuais à être là, à échanger, à sourire, à écouter, mais à l'intérieur, quelque chose surveillait, comme si une partie de moi s'était dit « Fais attention maintenant ». Et ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la colère, ce n'est même pas la déception elle-même. C'est la façon dont mon regard sur moi a commencé à changer. Avant, je me sentais alignée dans ce lien. Je me sentais juste, à ma place. Et après, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me questionner. Pas de manière brutale, plutôt de manière sourde. Est-ce que j'ai été trop confiante? Est-ce que j'ai mal senti les choses? Est-ce que je me suis emballée trop vite? Est-ce que mon ressenti était fiable? Et ce glissement-là, il est très important, parce que ce n'est pas l'autre qui est devenu dangereux à mes yeux. C'est mon propre ressenti qui a commencé à perdre de sa légitimité. Je n'ai pas pensé « je ne peux plus faire confiance ». J'ai pensé « je ne peux peut-être plus me faire confiance ». Et ça, c'est une blessure beaucoup plus silencieuse. La déception, telle que je l'ai vécue, n'a pas détruit un lien. Elle a fissuré une relation à moi-même. Je me souviens très bien de ce moment où j'ai commencé à faire plus attention à ce que je ressentais. Pas pour l'écouter, mais pour le contrôler. Je surveillais mes élans, je retenais mes mots, je minimisais ce que je sentais, comme si ressentir devenait risqué. Et pourtant, objectivement, rien de dramatique ne s'était produit. Personne ne m'avait rejeté violemment. Personne ne m'avait humilié. Il n'y avait pas eu de rupture nette. Mais à l'intérieur, le message était passé. Quelque chose comme « ne t'avance plus aussi librement ». Et c'est souvent comme ça que les déceptions font le plus de dégâts. Pas dans l'événement, mais dans la conclusion intérieure qu'on en tire. Ce que j'ai compris plus tard, mais pas à ce moment-là, c'est que je ne vivais pas seulement une déception présente. Je revivais une sensation plus ancienne, une sensation familière, celle de devoir ajuster, ralentir, faire attention pour ne pas être blessé. Sur le moment, je n'avais pas cette lucidité. Je sentais simplement que quelque chose s'était refermé, très légèrement. Pas un mur, pas une armure, juste un pas de côté. Et ce pas de côté, je l'ai fait sans m'en rendre compte. Je n'ai pas cessé d'aimer, je n'ai pas cessé d'être impliquée. Mais j'ai commencé à aimer avec prudence et aimer
Ce que j'aimerais que tu comprennes ici, si tu écoutes cette histoire, c'est que la déception ne m'a pas brisée. Elle m'a déplacée. Elle a déplacé quelque chose dans la manière dont je m'apercevais, dans la confiance que j'avais en mon intuition, dans la liberté que je m'accordais à ressentir. Et c'est pour ça que cette phrase est centrale pour moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé qui m'a le plus abîmée. C'est ce que ça a commencé à me faire penser sur moi. Parce qu'à partir du moment où tu doutes de toi, le monde devient plus incertain. Les relations deviennent plus complexes. Et aimer demande plus d'efforts. À l'époque, je n'ai pas vu cette première fissure comme un problème. Je l'ai vue comme une adaptation. Je me suis dit que c'était normal, que c'était plus mature, que j'apprenais. Mais en réalité, je commençais surtout à me retenir. Et cette retenue-là, même discrète, a un coût émotionnel. C'est là que tout commence. Pas dans la rupture, pas dans le conflit, mais dans ce tout petit moment où tu passes de « je me fais confiance » à « je vais faire un peu plus attention à moi ». Si tu t'es reconnu là-dedans, même un peu, alors tu comprends déjà l'essentiel. La déception ne fait pas toujours mal là où on croit. Elle touche souvent l'endroit le plus intime, la relation que l'on entretient avec soi-même. Après la déception, il n'y a pas eu tout de suite de colère. Il n'y a pas eu de grande décision. Il n'y a pas eu de discours intérieur très clair. Il y a d'abord eu un glissement, quelque chose de très silencieux, presque imperceptible. Je continuais à vivre, à parler, à rire parfois, à faire ce que je faisais avant. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de place. Je ne me suis pas dit « cette personne m'a fait du mal ». Je me suis dit autre chose, quelque chose de beaucoup plus intime. Je me suis demandé ce que moi, j'avais mal vu. Je me suis dit que j'avais été trop confiante, trop ouverte, trop rapide à croire. Je me suis demandé si j'avais mal interprété les signes, si j'avais exagéré la connexion, si j'avais projeté quelque chose qui n'existait pas vraiment. Et sans m'en rendre compte, le doute a changé de cible. Il n'était plus dirigé vers l'autre. Il s'est tourné vers moi. Je me suis mise à relire intérieurement certaines scènes. Pas pour comprendre l'autre, mais pour me corriger. Je me disais, j'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû être plus prudente. J'aurais dû attendre. Ce j'aurais dû est devenu très présent, comme un murmure constant. Je n'ai pas pensé que j'étais incapable d'aimer. Pas encore. Mais j'ai commencé à douter de mon ressenti, de ce radar intérieur que j'avais toujours cru assez juste, de cette intuition à laquelle je faisais confiance. Je me suis demandé si je savais vraiment reconnaître ce qui est sain, si je savais distinguer l'élan du piège, si ce que je ressentais avait une vraie valeur, ou si c'était juste une illusion bien construite. Et ça, c'est une blessure très particulière, parce qu'elle ne fait pas mal comme une trahison directe. Elle ne frappe pas, elle ne casse pas, elle s'infiltre, elle crée une distance entre toi et toi-même. Je me suis surprise à hésiter, là où, avant, je me sentais claire.
raconte une histoire, et cette voix-là n'était pas violente. Elle se présentait comme raisonnable, comme protectrice, mais elle m'éloignait doucement de moi. Je ne suis pas devenue méfiante des autres. Je ne suis pas devenue fermée au monde. Je ne suis pas devenue cynique. Je suis devenue méfiante de ma propre capacité à sentir juste. Je me demandais si mon attachement était trop rapide, si mon ouverture était naïve, si mon envie de lien disait quelque chose de sain ou de manquant. Et surtout, j'ai commencé à me surveiller, à observer mes réactions comme si elles étaient suspectes, à analyser ce que je ressentais au lieu de l'habiter, à me demander en permanence: est-ce que c'est normal de ressentir ça? Ce doute-là n'était pas bruyant. Il ne criait pas. Il ne faisait pas de drame. Il était calme, presque discret, mais il prenait beaucoup de place. Il y avait aussi une forme de honte. Pas une honte spectaculaire, une honte douce, presque invisible, la honte de m'être trompée, la honte d'y avoir cru, la honte d'avoir ressenti autant. Je ne me disais pas: j'ai été blessée. Je me disais: j'ai été bête. Et cette nuance change tout, parce qu'à partir de là, la douleur ne vient plus seulement de la déception. Elle vient du regard que tu poses sur toi après. Je me suis demandé si je demandais trop, si j'attendais trop, si mon besoin de lien était excessif. Et à ce moment-là, je n'essayais pas encore de corriger quoi que ce soit. Je constatais, je regardais mes pensées passer, je les laissais s'installer. Je ne cherchais pas à être indulgente. Je n'avais pas encore cette douceur-là. Je voulais juste comprendre pourquoi ça faisait si mal. Et sans le savoir, je faisais déjà quelque chose de très humain. Je cherchais une explication qui me donne le sentiment de reprendre le contrôle. Si c'est moi le problème, alors peut-être que je peux éviter que ça recommence. Si je suis trop naïve, je peux devenir plus prudente. Si je ressens trop fort, je peux apprendre à me retenir. Ce raisonnement n'est pas absurde. Il est même logique, mais il a un prix, parce qu'en essayant de me protéger, je me suis peu à peu mise à douter de ce qui me rend vivante, de mon élan, de ma capacité à aimer sincèrement, de cette partie de moi qui s'ouvre sans calcul. Et ça, je ne l'ai pas vu tout de suite. Sur le moment, je pensais simplement être devenue plus lucide, plus mature, plus réfléchie. Je pensais avoir appris quelque chose, mais au fond, ce que la déception avait commencé à faire, ce n'était pas me rendre plus prudente avec les autres, c'était m'éloigner doucement de ma propre confiance intérieure. Et c'est pour ça que cette partie est importante. Parce qu'avant de parler de guérison, avant de parler de compréhension, avant de parler de retour à soi, il y a ce moment précis où l'on commence à croire des choses sur soi qui font beaucoup plus mal que l'événement initial, des croyances silencieuses, pas encore remises en question, juste là, présentes, installées. Et peut-être que pendant que tu m'écoutes, certaines de ces pensées te semblent familières. Peut-être que toi aussi, après une déception, tu ne t'es pas demandé ce qui s'était passé, mais ce que toi, tu avais mal fait. Il n'y a pas eu de grande révélation, pas de phrase magique qui aurait tout remis en place, pas de moment spectaculaire. C'est arrivé comme ça arrive souvent pour les choses importantes, dans un moment banal,
presque invisible. C'était une nuit où je ne dormais pas vraiment, tu sais. Ce genre de nuit où le corps est allongé, mais l'intérieur reste éveillé, où les pensées tournent sans bruit, où il n'y a plus rien à faire, plus rien à fuir. Je me souviens très bien de la sensation dans mon corps. Une tension diffuse dans la poitrine, pas une angoisse violente. Quelque chose de plus sourd, comme une vigilance qui ne se relâchait pas. Je repensais à la déception, pas à l'autre personne, à moi, à ce doute qui s'était installé, à cette méfiance nouvelle envers mes élans, à cette impression d'avoir mal fait quelque chose. Et à un moment, sans que je sache exactement pourquoi, j'ai eu une pensée différente. Pas une pensée brillante, pas une explication complexe, juste cette phrase très simple. Et si ce doute n'était pas une faiblesse? Je ne l'ai pas formulé comme une certitude, c'était plutôt une question, presque timide. Et puis une autre pensée est arrivée, juste après. Et s'il essayait simplement de me protéger? À cet instant précis, quelque chose a changé. Pas dans mes émotions, mais dans la manière dont je les regardais. Je me suis rendu compte que ce doute n'était pas apparu n'importe quand. Il n'était pas là avant la déception. Il était arrivé après, comme une réponse, comme une réaction. Et surtout, il n'était pas tourné vers l'extérieur. Il était tourné vers moi, comme si une partie de moi disait « On a été blessé, on va faire attention maintenant ». Et pour la première fois, je n'ai pas vu ça comme une trahison intérieure. Je l'ai vu comme un réflexe de protection. Je me suis rendu compte que mon système intérieur n'essayait pas de m'empêcher d'aimer. Il essayait d'éviter que je souffre à nouveau de la même manière. Et ça change tout. Parce que quand tu crois que ton doute est un défaut, tu te bats contre lui. Tu essaies de le faire taire. Tu le forces à disparaître. Mais quand tu comprends qu'il est une protection, tu peux commencer à l'écouter autrement. Je me suis rendu compte que je m'étais jugée avec beaucoup de dureté, que j'avais interprété ma vigilance comme un manque de maturité, alors qu'en réalité, elle venait d'un endroit très ancien et très humain. Mon corps avait enregistré une information. Quelque chose a fait mal. Et il faisait ce que tous les systèmes vivants font après une blessure. Il devenait plus attentif, plus prudent, plus lent, pas pour me punir, pas pour me limiter, mais pour éviter que la douleur ne se répète. À ce moment-là, j'ai commencé à sentir la différence entre se fermer et se protéger. Se fermer, c'est se couper de soi. Se protéger, c'est rester en lien avec soi. Et ce que je vivais n'était pas une fermeture, c'était une alerte du système nerveux. Je me suis alors intéressée, non pas à comprendre l'autre, mais à comprendre ce qui se passait en moi. Pourquoi mon corps était encore tendu? Pourquoi mes pensées tournaient autour de la sécurité? Pourquoi la confiance ne revenait pas simplement par décision? Et là, quelque chose est devenu très clair. La confiance ne disparaît pas parce qu'on est immature. Elle disparaît quand le système nerveux se sent menacé. Ce n'est pas un problème de caractère. Ce n'est pas un manque de valeur. Ce n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est une réaction biologique et émotionnelle. Quand quelque chose a été vécu comme une rupture, le corps passe en mode protection.
je ne me suis pas sentie mieux immédiatement. La douleur n'a pas disparu, la méfiance non plus. Mais quelque chose a commencé à se fissurer. La honte. Parce que si mon doute était une protection, alors je n'étais pas cassée, je n'étais pas défaillante, je n'étais pas trop fragile. J'étais en train de prendre soin de moi, même maladroitement. J'ai compris que mon système nerveux ne savait pas encore que le danger était passé, qu'il continuait à fonctionner avec les informations qu'il avait, avec ce qu'il avait appris, et que ce n'était pas à moi de le brusquer, ni de le forcer à faire confiance trop vite. C'était à moi de le rassurer, pas avec des discours, pas avec des affirmations positives, mais avec du temps, de la cohérence, de la douceur. Ce soir-là, je n'ai rien décidé, je n'ai rien changé concrètement, mais j'ai arrêté de me faire violence intérieurement. J'ai arrêté de considérer mon doute comme un ennemi. Je l'ai regardé comme un garde-fou fatigué, comme quelque chose qui avait fait de son mieux pour me protéger. Et cette compréhension a ouvert quelque chose de très important, la possibilité de me déculpabiliser, pas pour rester bloqué, pas pour justifier toutes mes peurs, mais pour arrêter de me battre contre moi-même, parce que tant que tu crois que ton doute est en défaut, tu te divises, tu t'opposes à toi, tu te surveilles, tu te corriges, et à partir du moment où tu comprends qu'il est une protection, tu peux commencer à reconstruire la confiance de l'intérieur, pas en forçant, pas en accélérant, mais en respectant ton rythme. Et peut-être que pendant que tu m'écoutes, quelque chose résonne aussi pour toi. Peut-être que ton doute n'est pas la preuve que tu es trop fragile. Peut-être qu'il est la trace d'une blessure qui n'a pas encore été sécurisée. Et cette idée-là, sans rien résoudre encore, peut déjà changer la manière dont tu te regardes. Après cette prise de conscience, après avoir compris que mon doute n'était pas un défaut, mais une protection, j'ai cru que le plus dur était fait. J'ai cru que comprendre suffisait, que mettre des mots allait automatiquement apaiser, que maintenant que j'avais vu, je pouvais passer à autre chose. Et c'est là que j'ai fait une erreur très humaine, très compréhensible. J'ai voulu aller mieux, trop vite, pas parce que je voulais me prouver quelque chose, mais parce que rester dans l'inconfort était épuisant, parce que vivre avec cette vigilance permanente, ce léger tiraillement intérieur, me donnait envie de retrouver une forme de normalité, de légèreté, de confiance. Alors j'ai commencé à me parler comme on se parle quand on veut avancer coûte que coûte. Je me disais, bon, maintenant tu as compris, tu sais d'où ça vient, tu n'as plus de raison d'avoir peur. Je me disais que je devais être capable de faire confiance à nouveau, que ce serait une preuve de maturité, une preuve que j'avais grandi. À l'extérieur, ça ressemblait à du progrès. À l'intérieur, quelque chose résistait. Je me forçais à me comporter comme quelqu'un de confiant. Je disais oui alors que mon corps disait non. Je minimisais mes hésitations. Je me disais que mes peurs étaient anciennes, donc pas légitimes.
montrer, à moi-même surtout, que j'étais capable d'aimer sans retenue. Mais en réalité, je ne faisais pas confiance. Je faisais semblant. Et faire semblant d'avoir confiance, c'est extrêmement fatigant. Parce que quand tu te forces à être à l'aise, alors que ton système nerveux est encore en alerte, tu te coupes de toi. Tu fais taire des signaux importants. Tu te désensibilises à ce qui demande encore de l'attention. Je me souviens très bien de ce décalage. Je disais les bonnes phrases. Je faisais les bons gestes. Mais à l'intérieur, je n'étais pas vraiment là. Mon corps restait tendu. Ma respiration restait courte. Mon attention était dispersée. Et au lieu de me demander ce qui se passait, je me disais simplement « c'est normal, ça va passer ». Je me suis aussi surprise à vouloir valider mon avancée, à chercher des situations où je pourrais me dire « tu vois, tu n'as plus peur », comme si la confiance devait se prouver par l'absence totale de doute, comme si ressentir encore une hésitation était un échec. Et c'est là que quelque chose s'est crispé, parce que plus je me forçais à aller bien, plus mon corps se refermait, pas de manière spectaculaire, pas par une crise, mais par une fatigue sourde, une lassitude intérieure. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je confondais aller mieux et ne plus ressentir. Je voulais aller mieux, mais en réalité, je me forçais à ne plus ressentir. Je voulais dépasser la déception, mais je n'avais pas encore sécurisé ce qu'elle avait touché. Je voulais retrouver la confiance, mais je ne respectais pas encore le rythme de mon corps. Et à force de me presser, je recréais exactement ce que j'avais vécu avant. Un décalage entre ce que je ressentais et ce que je m'autorisais à écouter. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La confiance ne revient pas quand on se presse. Elle revient quand on se respecte. La confiance n'est pas revenue comme une victoire. Elle est revenue comme une permission de ne plus me forcer. Je n'ai pas arrêté d'avoir peur du jour au lendemain. Je n'ai pas retrouvé une confiance totale, mais j'ai arrêté de me faire violence. J'ai accepté que comprendre ne suffisait pas, que le corps avait besoin de temps, que la sécurité ne se décrète pas, et surtout, j'ai compris que vouloir aller mieux trop vite était souvent une manière d'éviter quelque chose de plus inconfortable encore. Rester avec ce qui n'est pas encore apaisé, pas quand on se pousse, pas quand on se juge, mais quand on accepte de ralentir. J'ai réalisé que vouloir aller mieux trop vite était encore une forme de violence intérieure, plus subtile, plus silencieuse, mais bien réelle. Je voulais être au-dessus de ce que je ressentais, alors que j'avais besoin d'être avec ce que je ressentais. Et ce renversement a été difficile, parce que ralentir donne l'impression de régresser, de ne pas avancer, de rester bloqué. Mais en réalité, ralentir était la seule manière de ne plus me trahir. La confiance n'est pas revenue comme une victoire. Elle est revenue comme une permission de ne plus me forcer,
arrêté d'avoir peur du jour au lendemain. Je n'ai pas retrouvé une confiance totale, mais j'ai arrêté de me faire violence. J'ai accepté que comprendre ne suffisait pas, que le corps avait besoin de temps, que la sécurité ne se décrète pas. Et surtout, j'ai compris que vouloir aller mieux trop vite était souvent une manière d'éviter quelque chose de plus inconfortable encore. Rester avec ce qui n'est pas encore apaisé. Cette partie du chemin est presque invisible. Personne ne la valorise, parce qu'elle ne ressemble pas à une victoire. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Et pourtant, c'est là que quelque chose de profond commence à se transformer. Quand tu arrêtes de te presser, quand tu arrêtes de te comparer à une version idéalisée de toi, quand tu cesses de confondre confiance et performance émotionnelle, c'est là que la confiance peut, doucement, recommencer à se construire. Pas comme avant, pas de la même manière, mais de façon plus honnête. La confiance n'est pas revenue d'un coup. Il n'y a pas eu de déclic spectaculaire. Pas de matin où je me suis réveillée en me disant « ça y est, c'est réglé ». Elle est revenue presque sans bruit, par petites inflexions, par des gestes intérieurs très discrets, par des moments où, sans m'en rendre compte tout de suite, je me traitais un peu différemment. La première chose que j'ai changée, ce n'est pas ma façon d'aimer, c'est ma façon de m'écouter. Avant, quand une hésitation apparaissait, je la jugeais. Je me disais que je compliquais les choses, que je devais dépasser ça, que ce n'était pas rationnel. Maintenant, j'ai commencé à faire autre chose. Quand une hésitation surgissait, je m'arrêtais. Pas longtemps, juste assez pour la sentir. Pas pour l'analyser, pas pour la justifier, juste pour reconnaître qu'elle était là. Et rien que ça changeait déjà beaucoup. Parce qu'au lieu de me forcer à avancer malgré moi, je commençais à avancer avec moi. J'ai aussi appris à dire non plus tôt. Pas des non dramatiques, pas des ruptures, des petits non presque silencieux. Dire non à une conversation quand je sentais que j'étais trop tendue. Dire non à une proximité quand mon corps se refermait. Dire non à une attente que je n'étais pas prête à porter. Avant, je disais oui, puis je me repliais intérieurement. Maintenant, je disais non, et je restais présente. Et ça, c'était nouveau. J'ai compris que dire non plus tôt, ce n'était pas fermer. C'était préserver quelque chose de fragile à l'intérieur. J'ai aussi commencé à ralentir dans les liens. Vraiment ralentir. Avant, quand quelque chose me touchait, je plongeais. Je m'attachais vite. Je m'investissais beaucoup. Comme si la profondeur devait être immédiate pour être réelle. Aujourd'hui, je laisse plus de temps. Je laisse les choses se déployer. Je n'essaie plus de prouver que je suis capable d'aimer pleinement. Je laisse l'amour me rencontrer à un rythme qui me respecte. Et ce ralentissement a été inconfortable au début, parce qu'il donnait l'impression de retenir quelque chose, de ne pas se livrer complètement. Mais en réalité,
pose plus cette question de cette manière. Je ne me demande plus si je suis prête. Je me demande si je suis présente à moi. Et parfois, la réponse est non. Et c'est ok. Parce que ne pas être prête ne veut pas dire être fermée. Ça veut dire être honnête. Un autre micro-changement a été d'arrêter de me convaincre. Avant, quand une peur apparaissait, je me parlais beaucoup. Je me rassurais. Je me disais que tout allait bien, que je devais lâcher prise. Maintenant, je parle moins. J'écoute plus. Quand une peur apparaît, je ne cherche plus à la faire disparaître. Je lui fais de la place. Je me demande ce dont elle a besoin. Et souvent, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une promesse. C'est juste de la lenteur, de l'espace, de la douceur. Et c'est comme ça que la confiance est revenue. Pas parce que j'ai arrêté d'avoir peur, mais parce que j'ai arrêté de me quitter quand la peur arrivait. C'est pour ça que cette phrase est si importante pour moi. Je n'ai pas retrouvé la confiance. J'ai arrêté de m'abandonner. J'ai arrêté de me sacrifier pour paraître détendue. J'ai arrêté de me forcer à être ouverte quand j'étais encore fragile. J'ai arrêté de me juger pour mes hésitations. Et à partir de là, quelque chose de très stable a commencé à se construire. Pas une confiance aveugle, pas une confiance spectaculaire, une confiance tranquille, une confiance qui ne dépend plus de ce que l'autre fait ou promet, une confiance qui repose sur une chose très simple. Je sais que je ne me forcerai plus. Je sais que je m'écouterai. Je sais que je respecterai mes signaux. Je sais que je ne me ferai plus disparaître pour être aimée. Et paradoxalement, c'est cette fidélité à moi qui m'a rendue plus ouverte, plus présente, plus capable d'aimer sans me perdre. La confiance n'est pas revenue parce que le monde est devenu plus sûr. Elle est revenue parce que je suis devenue un endroit plus sûr pour moi. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Si tu es encore là, maintenant, si tu as écouté jusqu'ici, même par moments, même à moitié, alors j'aimerais te parler directement. Pas pour t'apprendre quelque chose, pas pour te guider, juste pour te laisser quelque chose. Si tu traverses une déception en ce moment, si tu as l'impression que quelque chose en toi s'est refermé, si tu te surprends à douter de ton ressenti, de ton intuition, de ta manière d'aimer, j'aimerais que tu saches une chose très simple. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de te protéger avec ce que tu as appris. Et ça mérite de la douceur, pas de la pression. Ce soir, tu n'as rien à réparer. Tu peux juste respirer et te rappeler une chose. Reprendre confiance, ce n'est pas redevenir comme avant. C'est devenir quelqu'un qui se trahit moins. Je te laisse